Chapitre 1 Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Situons d'abord les soldats au cœur de l'enfer de la Première Guerre mondiale et le contexte géographique et chronologique. En 1914, l'Europe est partagée en deux systèmes d'alliances, la Triple Alliance et la Triple Entente. La Triple Alliance est composée des empires allemands et austro-hongrois ainsi que du Royaume d'Italie. La Triple Entente, quant à elle, est composée du Royaume-Uni, de la France et de l'Empire russe. Chacune de ces alliances est un système de défense. Si un des États membres est attaqué, les autres lui viennent en aide. Le 28 juin 1914, un événement majeur intervient. L'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, est assassiné par un nationaliste serbe. C'est le début de l'engrenage et du fonctionnement des systèmes d'alliance. Ainsi, l'Empire austro-hongrois déclare la guerre au Royaume de Serbie. Le Royaume de Serbie est allié à l'Empire russe qui déclare la guerre à l'Empire austro-hongrois. Ainsi, tous les systèmes d'alliance fonctionnent, l'Empire allemand entre en guerre, le Royaume-Uni et la France entrent en guerre, le 3 août, toute l'Europe est ainsi engagée dans le conflit. Durant le conflit, les batailles au début 1914 sont toutes dans une logique de mouvement. Très rapidement, avec les conditions hivernales très mauvaises, les fronts vont se stabiliser, les soldats vont s'enterrer dans les tranchées. On observe ainsi un front important à l'ouest opposant la France alliée au Royaume-Uni à l'Allemagne et un front très large à l'est opposant l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie à l'Empire russe. De nombreuses offensives et contre-offensives sont lancées pendant cette bataille dite de position où les tranchées sont prises et reprises par les soldats. Dans ces conditions, ces soldats vivent au cœur de l'enfer des combats. Ainsi, ces soldats sont plongés dans un enfer marqué par les attaques inutiles, les bombardements, les obus, les gaz comme le gaz moutarde, les combats à la baïonnette. C'est le cas notamment lors des batailles de Verdun, lors des batailles du Chemin des Dames ou de la Somme. Très rapidement, certains finissent par ne développer qu'un simple instinct de survie, qui les fait juste se maintenir en vie et qui les rend prêts à tuer n'importe qui en face d'eux. Également, les soldats subissent des conditions de vie très difficiles, la boue des tranchées, un manque d'hygiène récurrent, la vermine avec les rats, une fatigue importante, fait que l'on nomme très vite ces soldats les poilus. Les civils partagent également la crise et les difficultés de la guerre. Les civils sont ainsi totalement impliqués. Cette implication est déjà connue par les bombardements que subissent certaines villes du front. De nombreuses villes sont ainsi détruites. Également, les femmes et les enfants restés à l'arrière connaissent fréquemment le sort de veuves ou d'orphelins après le décès de leur père ou de leur mari. Ces femmes également sont impliquées dans l'économie. Outre la réorganisation faite pour nourrir l'effort de guerre, ces femmes interviennent dans les usines et dans les travaux des champs. Elles sont essentielles dans le fonctionnement de l'économie de la Première Guerre mondiale. Les civils sont également mobilisés psychologiquement et financièrement. Financièrement, car on appelle au don d'argent, au fait de donner son or ou au fait de donner son argent pour nourrir l'effort de guerre. Également, le moral des troupes doit être soutenu et ainsi, les États utilisent très largement la propagande et le bourrage de crâne. Ce bourrage de crâne fonctionne par l'utilisation d'affiches, de messages publicitaires, par un enseignement orienté, par des bandes dessinées qui relatent l'implication des soldats dans la guerre. Ces civils connaissent également dans un cas particulier une mobilisation particulière. C'est le cas du génocide arménien. En 1915, l'Empire ottoman est mobilisé contre l'Empire russe dans la guerre. Cet Empire ottoman connaît de très nombreuses difficultés pour faire face à son adversaire. Très rapidement, le gouvernement ottoman va cibler une minorité chrétienne, les Arméniens, et les rendre responsables des difficultés. À ce moment-là, de nombreuses arrestations sont organisées et une gigantesque déportation se met en place à destination du sud-est du territoire ottoman, lors desquelles les populations déportées subissent de très nombreuses exactions. On relate ainsi un bilan porté à environ 1,2 à 1,5 million de victimes, des Arméniens jetés dans les fleuves ou brûlés ou exécutés sommairement. Une autre conséquence de la guerre, c'est ce qu'il survient avec les révolutions russes en 1917.
L'Empire russe, en 1917, est mobilisé dans la guerre depuis près de 3 ans. Il est dirigé par un tsar, Nicolas II. Les difficultés économiques militaires font que la Russie du tsar va mal. En février 1917, des mouvements ouvriers éclatent à Saint-Pétersbourg et renversent le tsar. Un gouvernement provisoire apparaît, mais il connaît lui aussi des difficultés et des rivalités internes. C'est en octobre 1917 que le problème va se solder. Les bolcheviks, mouvement communiste dirigé par Lénine, lancent un coup d'État et prennent tous les organes du pouvoir de Saint-Pétersbourg. Une fois installé, ce gouvernement décrète 2 éléments, la paix et la terre. La paix, l'Empire russe, maintenant appelé République soviétique, décide de quitter la guerre, et la terre, avec une collectivisation des terres supprimant la propriété privée.